Bonjour à toutes et tous, ravie d'inaugurer aujourd'hui cette séquence dédiée aux médias et à la transition écologique, intitulée « Les puissants insoupçonnés de notre transition ». Je m'appelle Eva Morel, je suis coprésidente de l'association Quota Climat qui travaille depuis un an à l'amélioration du traitement médiatique des enjeux écologiques. Et j'animerai cette table ronde. Nous avons autour de la table Madame Florence Guémy, qui est directrice générale du groupe Bayard et membre du directoire, Monsieur Gilles van der Putten, qui est directeur général de Reporters d'Espoir, et Guillaume Ledy, qui est directeur éditorial du média L'ADN. Avant toute chose, j'aimerais commencer par parler des carences qu'on peut observer depuis 1 an et demi au sein de l'association Quota Climat concernant le traitement médiatique des enjeux écologiques. En fait, ce qu'on entend assez régulièrement, c'est que les médias parlent tout le temps et trop de climat, quitte à créer quasiment de l'anxiété chez les téléspectateurs et les auditeurs et les lecteurs. Nous, on a souhaité objectiver ce constat en créant un baromètre avec l'association Data for Good qui a permis de chiffrer la prévalence de ces sujets dans les médias. Ce qu'on a pu observer, c'était que, par exemple, le rapport du GIEC, qui est sorti en mars, a occupé 0,6% de l'espace médiatique sur les 4 jours qui entouraient l'événement. C'était 13 fois moins que la crise autour des retraites. Ou encore, par exemple, la COP15 biodiversité, en novembre, a occupé 20 fois moins d'espace médiatique que la Coupe du Monde de Qatar. L'idée n'est pas de dire qu'un événement devrait en surpasser un autre, mais plutôt de dire quand un sujet fait l'actualité, voici ce qu'il représente dans les médias. Quand un sujet est considéré comme moins prioritaire, voici ce que ça donne. Donc ça, c'est le point de départ de notre association, donc sur la partie quantitative. Il y a également des enjeux qualitatifs, donc bien qu'on parle de plus en plus, il est vrai, de climat et de biodiversité, globalement, c'est encore très peu qualitatif. Il y a très peu d'experts qui sont représentés en plateau, même si c'est les personnes qui sont considérées comme les plus fiables sur ces sujets. On confond encore trop fréquemment faits et opinions. On manque de faire les liens de causalité entre les conséquences de la crise, dont on parle de plus en plus, et ses causes, à savoir qui sont les secteurs les plus pollueurs et notamment le rôle des combustibles fossiles. Et les images et visuels sont encore trop peu adaptés à la gravité de la crise. Donc ça, c'est sur la partie qualitative. C'est aussi lié à la transversalité dans les rédactions. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore trop peu de liens entre les différentes rubriques. Donc on va parler de manière silotée des enjeux écologiques, donc sensibiliser une frange de la population qui de plus en plus s'informe. Mais il y a un pan de la population qui est laissé de côté, et donc c'est ce qu'on déplore. Et enfin, de la dissonance cognitive qui est créée par certains contenus éditoriaux entre eux, donc c'est lié à la transversalité. Donc on va informer par exemple sur la croissance sans introduire de variables d'analyse sur les questions d'écologie. C'est incomplet puisqu'en fait les ressources, la crise climatique qui se déroule conditionne en fait les variables économiques, politiques. Et également entre contenus éditoriaux et publicitaires. Encore trop peu de publicités qui sont sur des produits défavorables à l'environnement et qui vont même être juxtaposés à des contenus qui parlent de la crise écologique. Donc on a par exemple en tête Greta Thunberg qui intervient sur France Inter et juste après une publicité pour une croisière qui nous permettrait de voyager à l'autre bout du monde, voilà, et qui ne permet pas de comprendre la gravité de la situation. Donc c'est sur ces sujets que nous allons échanger aujourd'hui. Tout d'abord, je vais demander à nos intervenants de se présenter et avec une première question pour commencer. Monsieur Ledy, vous êtes directeur éditorial du média L'ADN. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et également expliquer comment un média qui est plutôt axé sur la transformation numérique intègre de plus en plus dans sa ligne éditoriale les enjeux de transition écologique? Alors d'abord, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre introduction. Merci à tous et toutes de vous être déplacés aussi tôt pour assister à notre conversation. Alors, je suis donc effectivement Guillaume Ledy, journaliste depuis une quinzaine d'années, et je viens effectivement, moi comme le média L'ADN, du numérique. En fait, à l'origine, je suis journaliste numérique, je me suis formé sur Internet, et je viens de là. Je le précise parce que c'est peut-être important dans ce que je vais développer tout à l'heure. Et c'est important aussi concernant l'ADN, puisque l'ADN, comme son nom l'indique, analyse les mutations de nos sociétés, ADN mutation, j'espère que vous l'avez, à l'aune de la révolution numérique. À l'origine, c'était vraiment notre objectif, ça l'est toujours, c'est notre objectif de base, notre premier pilier, mais on a dû évoluer, évidemment, et rajouter un deuxième pilier au fur et à mesure des années, quand on a vu, évidemment, les dérèglements climatiques s'accélérer et les réflexions autour de ce sujet avancer, notamment chez nos lectrices et nos lecteurs, qui sont des gens qui sont beaucoup dans des spécialistes, notamment j'allais dire du marketing digital au début, mais ça a beaucoup évolué maintenant, et maintenant c'est plutôt des gens qui viennent de la RSE d'ailleurs, on est beaucoup lu par ce type d'individus, et on a vu l'éco-anxiété monter.
À l'époque, ça ne s'appelait pas encore d'éco-anxiété. Hein. C'est juste que les gens avaient peur de ce qui allait se passer puisqu'ils commençaient à être informés sur ce sujet-là. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique parce que sinon ça prendrait des heures et qu'on n'a pas des heures. Mais premier bouquin de Pablo Servigne, je crois que c'est 2015, enfin le premier qui a beaucoup d'écho, Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à destination des générations présentes, je crois, le titre complet. Notre rédactrice en chef le lit. Elle a une révélation, évidemment. Il y a beaucoup de vocables de l'ordre de la révélation hein, dans nos sujets, dans ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, elle fait un édito pour dire on était axé sur la transformation numérique et la révolution numérique. Il y a une autre révolution qui arrive. Elle est d'ordre anthropologique. Donc, il faut faire évoluer notre vision et notre rubricage. Donc vous qui travaillez dans les médias, vous savez que faire évoluer un rubricage, c'est pas rien. Donc on a rajouté des rubriques dans la revue comme sur le site et on a commencé à évoquer, à traiter de ces sujets de transition écologique et à essayer de mettre en scène la transversalité dont vous parlez. On a également développé un journalisme hors les murs qui s'appelle Le Shift. C'est un collectif de chercheurs, d'universitaires, de gens d'entreprises évidemment et d'innovateurs et d'innovatrices pour réfléchir à ces questions et s'en parler puisqu'on aime converser comme vous le voyez puisque je parle beaucoup trop. Merci beaucoup. Florence Guémy, vous êtes directrice générale du groupe Bayard. Est-ce que vous pourrez également vous présenter et nous expliquer comment est-ce que votre écosystème de direction favorise la prise en compte de ces sujets dans les différents médias de votre groupe ? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie, moi aussi, d'être parmi vous et d'intervenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Bayard, c'est une entreprise qui a 150 ans cette année, qui a été construite fondée par une congrégation de prêtres, donc un actionnariat très singulier qui est toujours présent aujourd'hui et qui assure à l'entreprise une grande indépendance. La vocation de cette entreprise au départ, et elle l'est toujours, c'est de faire grandir les personnes spirituellement, intellectuellement, humainement. C'est une entreprise de médias, bien sûr, qui traite de sujets d'actualité avec le quotidien La Croix, avec le Pèlerin, s'adresse aux seniors avec Notre Temps et aux jeunes, au travers d'offres de presse, d'éditions numériques. On parle de J'aime lire, qui touche 2/3 des enfants, on parle de Pomme d'Api, on parle de Wapiti chez Milan, et on parle de livres de plus en plus développés en fiction ou en documentaire. Voilà, donc ça c'est Bayard, depuis l'origine. Par construction, nativement, Bayard est une entreprise à projet. On la qualifie souvent d'œuvre entreprise, c'est-à-dire que le projet est tout aussi important et même passe devant l'entreprise, c'est-à-dire l'art de faire du business, l'art de créer du résultat, au point d'ailleurs où l'actionnaire ne réclame pas de dividendes. La demande de l'actionnaire, c'est de persévérer dans l'entreprise de manière à ce que le projet puisse se diffuser, s'essaimer en France et dans le monde. Ça, c'est très, très important. Alors aujourd'hui, pour l'actualiser, ce projet, qu'est-ce qu'on a fait ? On est devenu entreprise à mission depuis le mois de janvier dernier. Et c'est important de souligner ça parce que dans le cœur même de cette mission, c'est-à-dire dans la raison d'être, nous évoquons cette question de la responsabilité écologique. Je vous en lis quelques lignes de manière à ce que vous puissiez le comprendre. Le début de notre raison d'être, c'est « À travers 1000 regards, 1000 sensibilités, Bayard, éditeur catholique, veut accueillir et accompagner tous les publics à chaque moment de la vie. Ensemble, nous souhaitons habiter pleinement notre monde, aider chacune, chacun à se sentir relié à soi-même et aux autres. Nous sommes engagés pour le bien commun, soucieux de la nature et des générations prochaines. » Donc on est au cœur du sujet. Pour être entreprise à mission, on écrit une raison d'être, on pose des objectifs, je ne vais pas tout vous raconter, et on constitue un comité de mission qui est indépendant de la gouvernance exécutive de l'entreprise. Dans ce comité de mission, on fait appel à des personnes d'horizon interne, qui représentent le lecteur, qui représentent le salarié, qui représentent certains secteurs, mais aussi externes, qui représentent les parties prenantes de l'entreprise. Et dans ce comité de mission, nous avons fait signe, par exemple, à Benjamin Allegrini, qui est qui travaille énormément sur l'ADN de la biodiversité et qui va représenter la partie prenante nature au sein de notre comité de mission. Bon, par ailleurs, on a une direction de la RSE qui anime cette mission et qui porte une stratégie RSE, qui fait évoluer les chartes éditoriales, la formation, qui fait de la recherche, qui pilote une politique de décarbonation. Et puis, on travaille évidemment sur le temps long, parce que ce temps long, même en période de crise, comme c'est le cas aujourd'hui pour nous, la presse, il nous oblige à prendre des décisions, parfois audacieuses, parfois risquées, mais de ne pas sacrifier l'avenir au présent. Merci beaucoup.
Même question, Monsieur Van der Putten. Donc, vous êtes directeur général de Reporters d'Espoir. Est-ce que vous pourriez succinctement vous présenter et revenir sur le point de départ de Reporters d'Espoir, à savoir le manque d'écho médiatique des initiatives de terrain? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Gilles, moi je viens de l'économie sociale et solidaire puisque j'ai travaillé au Crédit Mutuel pour promouvoir le modèle d'entreprise coopératif et à Coopérative Europe qui est un peu le lobby européen de la chose. Donc c'est un des sujets qu'on évoque ici dans ces journées. Et en parallèle de ça, j'ai initié une collection de bouquins, de livres, un média, un support parmi d'autres. Et il se trouve que c'était un livre avec Stéphane Hessel qui s'intitulait « Engagez-vous », qui a été traduit un peu partout dans le monde. Et j'ai vu là la puissance démultiplicatrice des médias. Puisque même si un phénomène naît d'abord par le bouche à oreille, et c'était le cas du phénomène Hessel, on va dire, c'est les médias qui, à un moment donné, donnent de l'ampleur et de l'écho à la chose, évidemment. Et donc, j'ai rejoint à un moment donné Reporters d'Espoir pour approfondir mon propre engagement. Reporters d'Espoir, c'est une asso qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine, qui a lancé il y a 20 ans ce concept de journalisme de solution, qui depuis a essaimé un peu partout dans le monde. On est content de dire que c'est né en France. Enfin, ça s'est conceptualisé en tout cas en France. On est assez fort pour ça. Reporters d'Espoir, en fait, agit pour que l'info et les médias diffusent l'envie d'agir dans la société en pratiquant donc, ce qu'on appelle ce journalisme de solution, c'est-à-dire un journalisme qui reflète le monde dans sa complexité, fait de problèmes, de difficultés, de dysfonctionnements, et aussi de réponses. Et il s'agit d'analyser les réponses et les limites de ces réponses, puisqu'il y a rarement des solutions absolues. Donc ce terme est très ambitieux, on va dire que c'est une ambition, c'est un objectif de trouver des solutions. Et donc on agit à travers 3 actions essentielles, essentiellement en B2B, c'est-à-dire qu'on accompagne les médias, on les met à l'honneur avec un prix, plusieurs prix, prix de l'engagement d'une entreprise de presse, prix du reportage, prix européen du jeune reporter, etc. Les candidatures sont encore ouvertes d'ailleurs si vous souhaitez. Il y a un prix de l'innovation sociale qu'on a créé avec ASIO aussi. Et on a un lab d'études et de recherche, et c'est dans ce cadre-là, on y reviendra tout à l'heure, mais qu'on a étudié il y a 3 ans la question du climat et de la présence du climat dans les médias. On a travaillé sur l'innovation sociale, on a fait un MOOC avec l'ESSEC sur Coursera dont vous pouvez profiter gratuitement. Et on a une revue papier qui est en fait, entre guillemets, à la Courrier International, un best-of de reportages paru dans la presse, étayé d'analyses et de prise de recul sur comment fonctionne la fabrique de l'information. Et donc le dernier numéro est sur la nature, et donc évidemment, on évoque le climat, les questions environnementales au sens large, avec des scientifiques, avec des journalistes, avec des pionniers comme Denis Chessou de France Inter qui travaille cette question depuis 30 ans, avec Evelyne Delia sur TF1, enfin voilà, sur un spectre très large. Tout ça pour faire en sorte effectivement que des initiatives concrètes de terrain soient davantage visibles, parce que si elles sont visibles, bah, alors on peut se dire tiens, ça existe, je l'ai vu à la télé ou sur les réseaux sociaux, pourquoi pas moi? Alors si déjà ça inspire, c'est pas mal. Si en plus ça permet de passer à l'action, là c'est génial. Évidemment, tous les travaux sociologiques, psychologiques, etc., témoignent que ce genre de solution est nécessaire, mais qu'on ne passe pas tous à l'action, que l'influence de l'information a quand même ses limites. Si elle nous dit ce à quoi penser, parce qu'elle a un agenda, elle met à l'agenda, de manière, on pourrait dire, subjective, un certain nombre de sujets d'actualité qui font l'actualité, reste que, voilà, elle ne nous influence pas totalement, heureusement. Merci beaucoup. Alors cette table ronde va être structurée en 2 parties. On va revenir dans un premier temps sur les différentes carences, insuffisances qu'on peut observer aujourd'hui dans les médias. Ensuite, on ira sur les pistes d'action, parce que c'est quand même plus intéressant de finir sur du constructif. Et enfin, on mettra à votre vote des propositions qu'on a pu élaborer avec les intervenants. Ces propositions, elles seront intégrées, la proposition sélectionnée sera intégrée à un livret qui sera transmis avec l'ensemble des propositions qui émanent de ces universités au service de la Première ministre pour être examinées éventuellement. Voilà, donc voilà le programme. J'aimerais dans un premier temps parler d'un enjeu qui est crucial, c'est celui de la formation. On a vu beaucoup de chartes d'engagement qui ont été prises à la rentrée 2022 par beaucoup de médias qui se sont engagés à mieux parler d'écologie, à intégrer davantage ces sujets dans leur ligne éditoriale. Et pour ce faire, le levier de la formation, c'était un des leviers de prédilection parce qu'il faut bien commencer par comprendre de quoi on parle. Sauf que beaucoup de formations se limitent plutôt à de la sensibilisation. Il y a beaucoup de fresques du climat qui s'essaiment. C'est passionnant, mais pour des dirigeants, c'est vrai que ça manque un petit peu de profondeur. Donc, ma première question est à vous, Florence Guémy. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont vous prenez au sérieux cet enjeu de formation de vos dirigeants et dont vous essayez de la déployer chez Bayard?
Alors, vous parlez de formation des dirigeants, on prend le sujet aussi en termes de formation générale de l'entreprise et en particulier des journalistes, parce que c'est un sujet évidemment complexe, multithématique, sciences humaines, qui concerne aussi des sujets scientifiques lourds et complexes, qui ne sont pas toujours dans les formations initiales des journalistes. C'est vrai qu'il faut comprendre la physique, il faut comprendre la biologie, etc. Et ça, c'est pas à la portée de tous, donc c'est très important. Alors, on fait de la sensibilisation. Ça nous semble important d'entrer dans le sujet par cette logique-là. Donc, elle passe par le fait que la direction RSE partage la stratégie et les grands enjeux pour le climat et pour l'écologie auprès de l'ensemble du corps social, tous ceux qui s'inscrivent. On a une entreprise apprenante aussi, dans lequel se jouent des moments de veille éditoriale, dans lequel des journalistes sont rassemblés et grâce à l'animation de la direction RSE, discutent et font venir à côté d'eux donc des personnes de l'extérieur pour parler de ces sujets, de ces enjeux. On fait venir à l'université des personnes, des personnalités qui nous parlent de tout cela. Le regretté Bruno Latour est venu souvent, on parlait de Pablo Servigne, Éloi Laurent, enfin toutes les personnes qui sont concernées par le sujet ont beaucoup circulé à Bayard et reviendront parce que c'est évidemment un sujet qui n'en finit pas de nous préoccuper. On a posé un programme de formation en 3 actes pour les journalistes qui démarre par cette sensibilisation, par la fresque du climat, mais qui se poursuit aussi par des éléments très précis sur les nouveaux formats éditoriaux, le journalisme de solution, qui prévoit des learning expeditions, qui prévoit aussi des fresques de la biodiversité, fresques de l'économie circulaire. Enfin, on rentre un peu plus dans le détail pour pouvoir évidemment élaborer tout ça. Au début, c'était vraiment une ouverture à tous. Tous ceux qui voulaient. Progressivement, les managers s'en sont saisis, les directions de rédaction s'en sont saisies et circulent dans ces formations des groupes, des équipes éditoriales ensemble qui peuvent justement débriefer de ce qu'ils ont rencontré. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a un comité RSE qui est ouvert à toute l'entreprise. Donc ça, c'est une façon aussi de créer la jonction et le continuum entre les travaux qu'on peut avoir dans son service, mais aussi les préoccupations de l'entreprise, ce qu'elle déploie en externe dans sa communication et dans ses contenus. Donc ce comité RSE, il dévoile finalement le cœur du réacteur des dilemmes, des stratégies, enfin de tous les sujets de préoccupation et de questionnement qui nous concernent. Je dois dire aussi que j'ai suivi une formation, moi personnellement, adressée aux dirigeants, qui s'appelle HLU, Heart Leadership University, qui est une formation qui est destinée à révolutionner l'art de diriger par le cœur. Ça paraît un peu bisounours, mais en fait, c'est une révolution, c'est une transgression. Et on apprend dans cette formation les questions à réagir aux questions de gouvernance, aux questions d'introspection et de courage d'être soi, aux questions d'intuition et de piloter par le cœur. Et tout ça est absolument passionnant en termes de rencontres et en termes de prise de conscience. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est valable si on en a le désir. Donc c'est toujours cette question de savoir comment les dirigeants acquièrent cette formation qui est absolument nécessaire pour prendre les choses en main, s'ils n'en ont pas le désir. Donc on y reviendra peut-être sur les demandes que nous voudrons publier. Et puis, le dernier point qui est important, c'est que nous avons créé un fonds de dotation. Et ça, c'est pas tout à fait de la formation, mais quand même, c'est un fonds de dotation qui est destiné à amplifier la mission de Bayard et justement à faire en sorte que nous soyons en compagnonnage avec des associations de terrain qui nous aident à porter cette mission au plus loin, et notamment auprès des publics empêchés, sur tous les sujets qui concernent les transitions, les questions sociales, les questions écologiques. Et ce fonds de dotation, il est aussi l'art d'emmener les journalistes et de procéder à des transformations systémiques qui permettent aux journalistes d'aller sur le terrain, de rencontrer de nouvelles réalités, et peut-être justement, à leur tour, de transformer Bayard parce qu'ils auront rencontré sur le terrain. Voilà. Donc, c'est un petit peu toute la panoplie de sujets que nous portons aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a un autre élément qui ressort de tous ces plans d'action, de toutes ces stratégies, c'est l'insuffisante prise en compte de la notion d'urgence dans laquelle on est. On parle beaucoup de transformation dans le temps long, de la nécessité de prendre en considération ces enjeux, sauf que la crise écologique qui nous frappe est plus urgente que ce temps long. Guillaume le dit, c'est quelque chose que vous déplorez. Vous déplorez le fait que peut-être la gravité de la situation soit aseptisée. Selon vous, qu'est-ce qui l'explique? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que la profession est un peu dans une inertie finalement face à ce défi?
Alors, je ne peux pas dire que la profession est dans une inertie. Après tout ce que vient d'évoquer Florence Gamy, j'aurais du mal à l'affirmer, puisqu'il y a des changements de paradigme qui sont en train de s'opérer. C'est compliqué, c'est long, et le problème, c'est que le temps, comme tout le monde le sait, on en manque cruellement. Donc, c'est pas à moi de faire le juge non plus de ce que font les consoeurs et les confrères, même si on adore faire ça quand on est journaliste. Il y a quand même une ligne de crête compliquée, sans parler du cadre, de l'actionnariat, du paradigme qu'il faut faire évoluer aussi dans la façon dont on fonctionne en tant que média, qu'on soit grand indépendant ou moins indépendant ou petit indépendant, ou voilà, quelle que soit notre structuration. La ligne de crête à opérer, pardon, on fait quoi avec une ligne de crête? On marche dessus. On doit suivre cette ligne de crête entre alerter sans alarmisme et évoquer des solutions, être positif, sans être taxé de greenwashing ou de ne pas voir effectivement l'urgence qui est face à nous. Donc c'est extrêmement complexe. Ça commence à changer, il y a des choses qui commencent à évoluer, on l'a mentionné, on pourrait en mentionner plein, on va continuer à le faire d'ailleurs dans la dernière partie, donc je ne vais pas spoiler non plus, mais moi je pense à la météo-climat sur France 2, c'est l'exemple qui me vient tout de suite, qui est quand même extrêmement intéressante, qui met en avant un certain nombre de choses positives. Mais au-delà de ça, il est vrai que si on considère, comme un député qui est en train de s'exprimer à l'heure actuelle en ces lieux, qu'il faudrait une économie de guerre et non pas une économie de paix, une économie de guerre climatique, alors il faudrait que les médias s'alignent sur cette économie de guerre, puisque quand on est en guerre, eh bien, il n'y a plus qu'un seul sujet à l'agenda. Alors, est-ce que c'est le paysage médiatique qu'on veut collectivement également? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais si on considère que le mur climatique arrive dans l'immédiat, là, dans les 5 années à venir, même pas, hein, selon le GIEC, ça dépend des projections. Si on considère ça, il faut qu'on se mobilise massivement, et à ce moment-là, la notion de cadrage médiatique et d'agenda médiatique de l'ensemble de la profession pourra jouer son rôle à plein. Mais nous ne sommes pas tout puissants, malgré le titre de la conférence à la table ronde à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a encore effectivement des efforts à faire. On parlera des solutions tout à l'heure. Le problème est pour moi celui du curseur, mais il n'en reste pas moins, et je pense que Gilles l'évoquera tout aussi bien que moi, si ce n'est mieux, que les dérèglements climatiques, la transition écologique nécessaire, tout ça, c'est des mines d'or en termes journalistiques purs, en termes d'information, en termes d'angle, en termes de portrait, en termes de fact-checking, en termes de tout ce qu'on peut faire avec nos petites mains quand on est artisan, journaliste, puisque les journalistes restent des artisans, quoi qu'il arrive. Donc, on a cet enthousiasme, on a cette volonté. Il faut qu'effectivement, il y ait une prise de conscience collective. Je crois qu'elle est présente chez les journalistes, qui sont quand même souvent un petit peu en avance de phase par rapport aux évolutions de la société, ou en tout cas qui les captent et qui les transmettent, c'est quand même ça notre rôle. Donc je crois que c'est en train de bouger dans le bon sens, mais si il y a urgence, alors il faudrait que le curseur soit clairement monté jusqu'à 10, voire 11, même si ça n'existe pas. Puissant, pas tout puissant, c'est vrai que... Puissant, pas tout puissant, voilà. Non, l'intitulé de la table ronde était surtout en écho au fait que globalement le rôle des médias était plus ou moins passé sous les radars des mobilisations écologiques jusqu'à présent. On parle beaucoup du triangle de l'inaction entre entreprises, citoyens et politiques, et très peu du rôle des médias qui finalement peuvent mettre en mouvement l'intégralité de ces acteurs. Mais en effet, seul, c'est un peu compliqué d'agir. Ce serait un peu dur. Gilles van der Putten, est-ce que vous pourriez nous parler du rapport dont vous avez parlé en introduction, que vous avez rédigé il y a quelques années sur le climat et les médias, peut-être revenir sur ses conclusions et les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a encore trop de carences qui sont observées dans la prise en compte de ces sujets dans les médias. Alors, on a commencé à travailler sur ce sujet en 2020. Donc, on a fait une étude quali et quantitative pour mesurer vraiment ce que représente et l'environnement d'un côté et le climat dans l'espace médiatique. Donc, ces chiffres sont à prendre avec précaution parce qu'on a regardé la décennie 2009-2019 et les choses ont beaucoup évolué depuis. Ce dont on s'aperçoit, ce qu'on a pu mesurer nous, c'est qu'en 10 ans, la part des sujets dédiés à l'environnement, notamment dans les journaux télévisés, a été multipliée par 3.
Elle est passée de 5 à 15% à peu près des sujets abordés dans un JT. Mais le climat n'était que rarement abordé, c'est-à-dire dans 1% des cas. On s'est aperçu que, évidemment, la COP21 en 2015 avait opéré un tournant, mais que ce tournant n'a été qu'éphémère, parce qu'ensuite, dès 2016, on voyait bien que la part des sujets dédiés au climat était en déclin. Et puis, il y a eu évidemment les mouvements de jeunesse pour le climat, les marches un peu partout dans le monde, qui ont créé, j'ai l'impression, un effet de cliquet, voilà, qui ont permis aux médias et aux journalistes qui n'avaient pas forcément conscience de l'urgence de ces questions ou qui ne les mettaient pas vraiment au cœur de leur agenda médiatique, quand même de progresser. Ça a été, donc les médias n'innovent pas toujours par eux-mêmes, ils ont parfois aussi besoin de s'ancrer dans les mouvements de la société. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que des médias alternatifs ou des nouveaux médias, des médias sociaux, souvent ont été en pointe. C'est pour ça que quand on parle des puissances insoupçonnées, en fait, on voit par exemple que des acteurs de la transition écologique ont pu avoir une audience grâce aux médias, soit parce qu'ils se sont emparés, je pense à Camille Etienne, qui s'est impliqué sur YouTube, qui a fait des clips qui ont super bien marché, qui s'est impliqué dans le mouvement On est prêt. Donc c'est bien, elle a bien perçu que c'était par les médias aussi qu'on pouvait agir et faire évoluer les choses. Et c'est là où on voit que les médias, les nouveaux médias, influencent aussi, obligent les médias traditionnels à avancer. Donc ça, on l'a observé. Ce qu'on voyait à l'époque, c'est que le problème climatique était rarement contextualisé. Et sur spécifiquement ce qui nous intéresse, nous, à Reporters d'Espoir, donc au-delà d'évoquer le climat, c'est d'être constructif. Et c'est vraiment le défi absolu, parce que le climat, c'est le sujet anxiogène par excellence. L'ampleur des changements est telle qu'on peut être assez vite démobilisé. Donc on pense que le journaliste de solution est d'autant plus nécessaire pour ne pas perdre tout le monde. Et on avait mesuré qu'à l'époque, un quart des sujets du JT de TF1, donc en 2019, étaient constructifs, au sens où ils parlaient et de problèmes et de solutions. Après, il faudrait rentrer dans le détail de la manière dont les choses sont construites, parce qu'on pourrait trouver que c'est trop positif. Effectivement, nous, on a regardé des études de lectorat, et on s'aperçoit que TF1 est plus positif que France 2, parce que le lectorat est plus âgé et qui s'attend aussi à des choses plus positives, alors que France 2, voilà, le lectorat est un peu plus jeune, c'est très légèrement le cas, et Brut, par exemple, est beaucoup plus offensif, et son lectorat se trouve être aussi plus jeune. Et à l'époque, en radio, les sujets restaient cantonnés dans des chroniques de 1, 2, 3 minutes, la minute verte, esprit d'initiative, etc. Globalement, on était entre 1 et 1%, 1,3% pardon, de sujets sur RTL et France Inter et RMC qui traitaient de climat. Donc tout ça a beaucoup évolué, je pense, parce que je n'ai pas les chiffres, en 3 ans, et c'est là qu'on a besoin de Quota Climat qui prend le relais pour analyser au quotidien, parce que vous avez un super outil qui nous permet vraiment de mesurer la granularité des choses. Voilà, nous on a fait tout ça à la main. Depuis, il y a l'intelligence artificielle qui aide peut-être, même si elle nécessite de l'humain aussi. Et pardon, sans être trop long, vous m'avez posé la question des obstacles qui peuvent se poser dans le milieu journalistique. Il y a forcément des obstacles culturels. La question climatique, vous le disiez, elle appelle des données scientifiques complexes, techniques. On est plutôt issu des sciences humaines. Donc il y a sinon un changement de paradigme, mais une formation en fait à acquérir. Il y a des formations qui ont émergé. Je crois que l'université de Saint-Quentin en Yvelines, avec l'ESJ Lille, a créé la première formation dédiée. L'ESJ Lille a longtemps été la seule école à se préoccuper de ces sujets. Enfin, en tout cas, c'était la première. Maintenant, j'ai l'impression que ça se diffuse. Aussi, le climat est un sujet de long terme. Or, la plupart des journalistes sont, parce que leur rédacteur en chef et leur direction leur demandent, sont sur de l'actualité chaude. Ça n'empêche pas qu'évidemment il y a de la place pour du reportage et des sujets avec du recul, mais c'est ce qu'on voit, où c'est quand on pose la question aux gens de ce qui retiennent des médias, ils disent les médias en général, alors qu'il y a une diversité de médias, il y a une pluralité énorme de médias, quand on regarde bien. Et puis, voilà, donc il y a un problème culturel, il y a peut-être un problème politique aussi, la peur d'être catalogué
de se dire à l'écologie, de l'analyser sous l'angle, sous le prisme politique, nous ramène à Europe Écologie Les Verts, etc. Donc il y a des journalistes qui se braquent, ils ne devraient pas d'ailleurs, parce que c'est un peu prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. Évidemment, l'écologie mérite plus que ça. Et d'ailleurs, l'écologie politique, historiquement, elle est sur un spectre beaucoup plus large que ce que les partis aujourd'hui peuvent porter. Hein, c'est historiquement du centre-gauche au centre-droit. Jean-Louis Borloo, Antoine Wechter, Corinne Lepage, etc. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans ce prisme-là, je pense, en tant que journaliste. Et puis, il y a la question de la hiérarchie de l'info. Il est vrai que les questions environnementales n'étaient pas à l'agenda, au top de l'agenda. On a vu Le Monde créer en 2008 la rubrique Planète. Ça a été un tournant, ça a été un signe. Ça a impulsé, ça a aidé d'autres médias à se dire qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, oui, les rédactions ne savent pas toujours comment se positionner. Est-ce qu'on crée une rubrique dédiée? Est-ce que, alors, nous, évidemment, on appelle à une transversalité, ce qui n'empêche peut-être pas d'avoir des rubriques environnement ou climat. Je voyais sur Libé, par exemple, hier sur libé.fr, ils ont environnement et des sous-rubriques climat, biodiversité, etc. Voilà quelques obstacles. Pardon d'avoir été un peu long. Non, c'est passionnant. Peut-être aussi pour illustrer, comme on en a parlé hier, l'absence de constructivité de certains débats médiatiques. Il y avait hier une matinale sur France Inter qui était dédiée à la crise écologique et qui mettait en débat l'urgence globalement avec comme intitulé « Que faire ?» et une mise en débat entre Claire Nouvian et Pascal Bruckner, donc un polémiste et une activiste. Bien entendu, le résultat de ce débat, il était assez cacophonique. Enfin, moi, je l'ai écouté, j'étais crispée de A à Z. Et rien n'en découle, aucune information, aucune piste d'action. Et donc c'est encore ce type de choses qu'on observe après ce type d'été qu'on a vécu, après l'année 2022. Voilà, donc c'est peut-être ce type d'angle aussi qu'on déplore, le fait qu'on en parle de plus en plus, mais alors la qualité de l'information est encore loin d'être au rendez-vous. Bref, parlons des leviers d'action désormais. Alors, on voulait évoquer dans un premier temps l'évolution dans les lignes éditoriales de la prise en considération de ces questions. Florence Guémy, est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont, chez Bayard, la ligne éditoriale évolue pour prendre en considération ces enjeux? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de réflexe qui s'installe? Et j'avais une deuxième question aussi sur la question de la publicité. Comment vous prenez en considération l'évolution des contenus publicitaires? Alors, sur la ligne éditoriale, bon, déjà, je rentre vraiment en résonance à ce que vient de dire Guillaume. On est vraiment dans une logique de journalisme de solution, de créer de l'espérance, comme on dit beaucoup chez nous, et pas de céder à la peur qui enferme et qui empêche de réfléchir. Dire qu'aussi, ça fait 12 ans, là on a un peu arrêté, parce qu'on était un peu usé, mais ça fait 12 ans que la presse jeunesse fait un mois vert, faisait un mois vert au mois de février, mars, chaque année. Tous les titres étaient en vert, et c'était pas du greenwashing, c'était vraiment de la fiction, des documentations, des documentaires, enfin tout un tas de rubriques qui étaient portées sur ces sujets. Donc toutes ces questions naissent naturellement de notre projet d'entreprise, vous l'avez compris. Donc il n'y a pas non plus d'évolution majeure de la ligne éditoriale qui a toujours été empreinte de ces questions humanistes et consciente du lien qu'il y a entre l'humain et le vivant, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose de tout temps. Bon. De tout temps, on est dans une logique d'explication, de pédagogie, de rejoindre les publics là où ils sont. On n'est pas dans un journalisme militant, on est dans un journalisme où on cherche les équilibres, on cherche à rejoindre les personnes là où elles sont, y compris les enfants d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment s'adapter aux tranches d'âge. On voit bien que tout est sur un fil. Récemment, nous avons eu des désabonnements de personnes qui nous ont dit « Nous trouvons qu'aujourd'hui, les articles sur l'écologie sont beaucoup trop nombreux, vous faites comme les autres, on se désabonne, on n'est pas content. » Bon, voilà. Donc, et l'homme dans tout ça, comme si l'homme était à opposer à la nature ou à l'écologie. Donc, on voit bien que parmi nos publics très divers, la compréhension n'est pas tout unifiée. Et notre sujet n'est pas de les braquer, notre sujet est de les emmener, de leur donner le désir de changer, de se transformer, de comprendre les enjeux. Donc voilà, donc on est dans cette ligne de crête d'équilibre qui existe depuis toujours de pédagogie. Et la deuxième chose, c'est aider à agir. C'était agir par le journalisme de solution pour ne pas désespérer, montrer des gens qui se retroussent les manches, aller sur le terrain, ça c'est très important. Alors, vous me parlez d'évolution éditoriale, effectivement, on a voulu rendre les choses un peu plus explicites, notamment récemment sur la Croix. On est passé de la rubrique économie-entreprise à une rubrique économie et transition écologique.
qui se veut transversal, mais qui va traiter la question de l'économie, non pas à l'aune de la croissance, mais à l'aune de raconter les transformations. Voilà, ça c'est très important, c'est très nouveau, c'est à poursuivre. Ça fait une bonne année maintenant que les choses s'orientent de cette façon. Ça c'est très important. On a un cahier Planète aussi, on parlait du monde, mais nous l'avons aussi inauguré, mais à la place d'un cahier économie et entreprendre. Donc certains nous ont dit on se désabonne parce que le cahier économie et entreprendre, on l'aimait beaucoup, et nous le cahier Planète, on n'en a rien à faire. Donc voilà, donc c'est des choix, et pour nous c'est pas des nouvelles rubriques, on n'a pas les moyens, hein, on est vraiment dans une économie de guerre, c'est à la place d'eux, c'est de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est du renoncement. Donc ça veut dire qu'il y a des sujets qu'on ne fait plus, et il y a des sujets qu'on choisit de faire autour de cette transition écologique. Et peut-être le dernier point pour répondre à votre question sur la question éditoriale, c'est on essaie d'orienter, pour vous donner des éléments d'incarnation de ce journaliste de solution. On va, dans le 8 septembre prochain, ça c'est le numéro de la Croix qui va sortir. Écologie solidaire, oui, les solutions existent. Alors il est intéressant ce numéro, au travers bien sûr de son sujet, mais aussi au travers de la démarche qui a été accomplie. Parce que nous avons travaillé avec une ONG qui s'appelle Ashoka. L'ONG Ashoka regroupe des entrepreneurs sociaux qui sont des fellows, hein, et qui font changer le monde à leur manière, sur le terrain. Et on pense vraiment à l'effet sandwich, hein, où la transformation viendra par les hautes instances gouvernementales, par les entreprises, mais aussi par le terrain de ces hommes et de ces femmes qui ont le courage d'agir. Et ça, on veut le mettre en lumière, et on a donc fait un appel à candidature auprès de nos publics. On a donc sélectionné 4 lecteurs qui sont allés voir des associations de terrain avec un journaliste de la Croix et qui ont reporté dans ces pages, qui sont magnifiques, le projet, la manière dont ça les a questionnés, dont ça les a touchés. Et c'est vraiment très beau parce qu'effectivement, c'est un exemple d'espoir qui est donné, de nouvelles démarches journalistiques et de valorisation d'une économie sociale qui joue évidemment un rôle très très important dans la transformation écologique. Donc vous verrez, il y a des flyers, si vous voulez recevoir ce numéro, vous pourrez les récupérer pour vous les approprier. Voilà. Sur la question de la publicité, Bayard n'a pas une grosse dépendance à la publicité, hein, c'est 5% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est important pour nous parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans des rentabilités, nous sommes à zéro. Hein, l'actionnaire nous demande de tenir l'équilibre pour pouvoir survivre et pouvoir investir dès que nous le pouvons en faveur du temps long. Donc la pub joue son rôle, mais nous sommes évidemment très exigeants. Alors, en gros, 25% de notre chiffre d'affaires publicitaire, c'est des annonces de biens communs, d'intérêt général, parce que nous formons un écrin séduisant pour ces annonceurs qui recherchent évidemment un média qui puisse accueillir leurs propositions d'engagement. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est que nous avons des chartes d'engagement, notamment sur la publicité jeunesse, où on a défini les annonceurs qui étaient éligibles aux pages de publicité. Sur l'adulte, nous sommes aussi dans des logiques d'exigence importantes, de cohérence éditoriale, c'est évident. Je donne un exemple, les croisières, on a choisi, nous, on rendait le service de proposer des croisières à nos publics. On a abandonné certaines croisières qui étaient trop destructrices de biodiversité. On a donc abandonné de la marge à cette occasion. Voilà. Et donc, par rapport à ça, dans l'équation générale, on a aussi abandonné et choisi de ne plus diffuser d'annonces sur les croisières qui ne seraient pas cohérentes avec notre démarche éditoriale. Voilà. C'est un tout. Je n'ai pas encore prononcé ce mot de cohérence, mais j'avais envie de le prononcer pour finaliser un petit peu mon topo, parce que cette notion de cohérence, elle est décisive. On dit des choses qui sont celles que nous proposons à nos lecteurs, mais il faut qu'on les vive dans notre matérialité d'entreprise, dans notre manière de nous adresser à nos salariés dans la politique sociale, dans notre manière de poser la stratégie, y compris dans ces renoncements et dans la résolution de ces dilemmes. Voilà. Donc la pub, oui, mais sous certaines conditions. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'être très succinct dans vos dernières réponses, puisque le temps presse et il y a encore les propositions à mettre au vote. Mais c'est une question qui est quand même très importante, la question des médias alternatifs et du rôle qu'ils ont dans le renouvellement et la diversification des angles. Guillaume Ledier, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Je vais être très rapide du coup, et puis en plus Gilles a déjà évoqué la question tout à l'heure, mais effectivement on voit un certain nombre de jeunes journalistes qui revitalisent évidemment, qui nous questionnent en tant que journalistes un peu plus âgés. Je ne vais pas me mettre du côté des boomers encore, mais bon, évidemment ça va évoluer assez vite, j'ai des cheveux blancs déjà, tout ça pour vous dire que
on a un certain nombre de médias, je ne vais pas tous vous les lister puisque je n'ai pas le temps, mais quand même, Bon Pote, Vers le Média, Climax, il y en a plein, Paloma Moritz qui fait un travail formidable sur Blast, avec d'autres, encore une fois je vais en oublier et ils vont peut-être m'en vouloir, mais ils existent, ils sont là, et ce qu'il y a d'intéressant à observer, c'est que, moi ça me pose question, est-ce qu'il faut être militant pour parler de ces sujets-là correctement? Évidemment que non, bien sûr que non, les rubricards qui sont là depuis 30 ans sur ces sujets-là qu'on mentionnait prennent de plus en plus de place dans les médias dits traditionnels, Lornois Libé est très contente de la situation dans laquelle elle est maintenant. Enfin, après 20 ans de travail sur ces enjeux-là, on évoquait Evelyne Delia aussi dans un autre domaine. Donc on a des gens qui ont pris vraiment la place, pour le coup, que l'urgence climatique mérite dans leurs médias respectifs. Donc pas forcément être militant, mais rester au contact de ces... J'allais dire de ces marges, entendons-nous bien, les marges, c'est extrêmement positif. Encore, je viens du numérique, la revitalisation des pratiques journalistiques par le numérique, elle a été phénoménale. Ça a remis en cause nos pratiques, ça a remis en cause notre organisation en interne avec l'arrivée du numérique. Donc ça a bougé, ça a mis du temps, on a parlé de la force d'inertie tout à l'heure, mais ça bouge, ça a bougé, ça continue à bouger. Il y a des formats qui sont inventés, les reportages en bête de partager, c'est sympa. Moi je trouve que c'est des formats absolument fascinants et formidables, journalistiquement parlant. Donc il y a vraiment des choses à faire. En revanche, ce qui change, c'est qu'on est peut-être puissant, insoupçonné, j'aimerais juste dire ça, on est peut-être puissant, insoupçonné, mais on est clairement, et par le numérique aussi, contesté et sur le cadrage et l'agenda médiatique, et également sur l'influence. J'emploie ce terme à dessein, puisque influenceur, vous voyez où je veux en venir. On a un certain nombre d'agora qui se sont créés, d'agora numériques, où les médias sont plus ou moins, les médias dits traditionnels ou même indépendants sont plus ou moins présents. Et c'est là, je pense, que le nouveau champ de bataille, si on est en guerre climatique ou économie de la paix, je ne sais plus sur quel pied lancer, mais c'est là que le nouveau champ de bataille est, et c'est à mon avis là qu'il va falloir vraiment aller sur ces réseaux sociaux qui, pour un certain nombre, font plutôt la part belle au climato-scepticisme. Donc on a encore du boulot. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question, très rapidement. On a parlé du numéro de la Croix qui était dédié aux solutions. Le journalisme de solutions, c'est quelque chose auquel vous formez des médias. Vous avez lancé un MOOC. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, Gilles Van der Putten? Oui, on sensibilise et on forme les étudiants en école de journalisme et les journalistes et aussi les dirigeants de médias. Nous, l'idée, c'est que ce journalisme ait un impact positif sur la société, sur l'état psychologique des journalistes aussi, qui, à force de traiter de l'anxiogène, enfin, ça peut paraître une sous-question, mais c'est quand même important, et pour enrichir les lignes éditoriales, parce qu'il y a de l'innovation éditoriale aussi, qui est possible par ce biais-là, et puis de montrer aussi que ce journalisme de solutions, notamment appliqué aux thématiques environnementales, peut avoir du sens en termes économiques. On a montré avec le Libé des solutions qu'on a créé il y a 15 ans qu'on pouvait faire du plus 20-25% de vente au numéro. Le Monde Afrique, par exemple, a montré que sur un papier comme comment les Éthiopiens, comment ce village éthiopien ne craint plus ni la sécheresse ni l'exode, ils sont capables de nous dire ça génère 25 abonnements et c'est beaucoup plus que la moyenne des articles, donc y compris anxiogènes, etc., etc. Donc on doit continuer à prouver et à avancer avec les médias, puisqu'on est là pour les accompagner dans cette voie. Merci beaucoup. Alors, on va vous proposer 3 propositions sur lesquelles vous allez pouvoir voter. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces propositions feront l'objet, pour la sélectionner, d'une transmission au service de la Première ministre. Alors, les 3 propositions sont les suivantes. La première, alors, je pense que je n'ai pas exactement le même intitulé, c'est faire que l'ARCOM exige des médias audiovisuels en période électorale qu'ils consacrent un quota de temps aux enjeux écologiques dans les débats politiques et interviews politiques. La deuxième proposition est de rendre obligatoire une formation de 20 heures aux enjeux écologiques auprès des dirigeants et rédacteurs en chef des grands médias, en tout cas les engager à le faire. Et la troisième est d'intégrer de manière obligatoire et opposable l'amélioration quantitative et qualitative du traitement éditorial des enjeux écologiques dans les chartes déontologiques des médias. Donc vous le savez peut-être, depuis quelques années, les médias ont des chartes déontologiques qui conditionnent entre autres les aides publiques qu'ils peuvent recevoir. Voilà. Alors je vais vous demander de voter pour les différentes propositions. Alors, il me semble que vous devez scanner le QR code pour voter. Allez-y, votez. Pas de souci.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Levez la main si vous n'avez pas réussi à voter encore. Très bien, ben, on va pouvoir clôturer les votes. Normalement, les résultats devraient apparaître. Et donc, la grande vainqueur est le quota, mais ça peut que me ravir. Voilà, mais merci à toutes et tous. Donc, la proposition de quota sera promis, il n'y avait pas de biais dans les votes. Un immense merci au Mouvement Impact France et aux intervenants pour l'organisation de ce débat.